En 1939, l'égyptologue Pierre Montet met au jour les sépultures inviolées des pharaons de Tanis du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, réalisant ainsi une découverte d'une importance comparable à celle des trésors de Toutankhamon. Pourtant, le nom de Montet restera longtemps inconnu du public. Sa carrière commence au Liban, où pendant 4 ans, de 1920 à 1924, il est chargé de la direction des fouilles de Byblos. Dès cette époque, il a connaissance des rapports existant entre l'Égypte et la côte phénicienne. Le port de Byblos, Jebaïl, au Liban, avait eu un rôle très particulier, privilégié dans les relations avec l'Égypte. On entrevoyait, d'après les sources écrites égyptiennes, que Byblos était en quelque sorte le port des Égyptiens au Liban. Montet va fouiller à Byblos, trouve beaucoup d'objets égyptiens, et notamment trouve les tombes des rois de Byblos, avec d'ailleurs des objets égyptiens et de fortes marques de l'influence égyptienne. Pour compléter cette enquête entre l'Égypte et le Proche-Orient, l'archéologue part pour Tanis. Pierre Montet écrira plus tard « Les fouilles de Tanis ont été pour moi l'envers des fouilles de Byblos. Au lieu de chercher des traces des Égyptiens au Liban, il s'agissait de trouver des traces des Asiatiques en Égypte. » Montet est persuadé que le site de Tanis recèle des vestiges des populations sémitiques installées en Égypte dès le XVIIe siècle avant notre ère, et en particulier des traces du peuple hébreu. Il souhaite, comme beaucoup d'archéologues de sa génération, retrouver sur le terrain l'itinéraire des Hébreux décrit par la Bible. Pierre Montet est un des grands fouilleurs français. Par rapport aux autres grands égyptologues, responsables de chantiers de fouilles de son époque, il était le seul à être son propre fouilleur. Et ça, c'est un détail dans l'histoire de l'archéologie en Égypte sur lequel il faut insister. Il était à la fois professeur à Strasbourg et 3 mois par an, il était sur le chantier, s'occupant de l'intendance, faisant la paye et tentant de découvrir ce que l'on attendait de lui à l'époque, des objets d'art. Lui, il cherchait des inscriptions pour soutenir sa thèse, comme quoi Tanis était la capitale des Hyksos et était devenue la capitale de Ramsès II. Pendant tout le temps où il fouille à Tanis, Pierre Montet se fonde sur une hypothèse qui se révélera par la suite être une erreur d'interprétation historique. Il assimile Tanis avec Avaris, capitale des Hyksos, envahisseurs venus du Proche-Orient, et avec Pi-Ramsès, la résidence édifiée par Ramsès II dans le delta oriental. On sait aujourd'hui que Pi-Ramsès se trouve à 25 km au sud de Tanis et Avaris à 2 km au sud de Pi-Ramsès. Mais Montet est entretenu dans son erreur par la présence sur le site de Tanis de nombreux monuments érigés à la gloire de Ramsès II. Partout, le nom du grand pharaon est visible, sur les obélisques, les colosses, les colonnes, les architraves, les stèles, les statues sculptées à son effigie. L'égyptologue ne peut imaginer que ces énormes blocs aient tous été transportés depuis Pi-Ramsès par les pharaons des dynasties suivantes. Pierre Montet était une personnalité aussi peu conventionnelle que possible. Il avait une spontanéité, à la fois dans sa manière de concevoir la recherche et dans ses relations humaines, qui ne va pas du tout avec le style comme il faut. Il avait un caractère facilement agressif, beaucoup d'humour. Quand il aimait bien les gens, non seulement il admettait que
ces gens aient une indépendance d'esprit, mais même qu'ils la manifestent. Les nombreuses lettres qu'il envoie à sa femme et à ses filles à partir de 1939 sont pleines d'annotations sur le travail au quotidien, sur l'aventure vécue saison après saison. Figurez-vous que j'ai trouvé dans les filles du chantier le portrait vivant des sphinx et des porteurs. Dimanche, je la photographierai. C'est une belle fille qui travaille chez nous depuis 4 ans. Mais elle est assez sauvage, presque toujours voilée. Pour une fois, elle avait enlevé son voile et, passant à côté d'elle, j'ai remarqué sa bouche arquée et son air impérieux. Elle a consenti à ce que Fouge la dessine. Et comme Baz avait l'air de croire sa présence indispensable, elle l'a congédiée. Une reine n'aurait pas fait mieux. Je redescends au chantier puisqu'on va gratter le sarcophage et vous embrasse ainsi que Lémi. Fort, fort, fort. Pendant 12 ans, Pierre Montet va fouiller à Tanis. Les travaux commencent en mai 1929, dans des conditions matérielles extrêmement rudes. C'est là où son côté original, sa force de caractère intervient. Car fouiller à Tanis, ça n'est pas fouiller à Giza, à Saqqara, à Luxor ou à Aswan. Une steppe salée, au bout du monde, à l'époque, pratiquement en dehors du misérable village de Tanis. Pas d'habitants, pas de marché, à moins de 30 km, de la pluie, de la boue, des routes boueuses, bref, la solitude parfaite. Le village de Salanagar était inhabitable pour les Européens les moins exigeants, ou les plus intrépides. Il fallait penser tout d'abord au logement de la mission et à notre subsistance dans un pays dénué de ressources, presque sans route, éloigné de 40 km de la première ville. Construire une maison, la meubler, acquérir une automobile, du matériel de Coville, des treuils, criques et vérins, payer le traitement du personnel scientifique, tout cela montait très haut et dépassait les subventions généralement concédées aux missions archéologiques. Une solitude qui pour Montet n'était pas totale, car il travaillait en famille. Et ça, c'est un autre aspect de sa personnalité qu'on va voir, qu'on devinera dans toute sa carrière, c'est son attachement, et réciproquement, à sa femme et à ses 3 filles, qui ont travaillé avec lui et ont partagé sa vie à Tanis. Les petits films d'amateurs réalisés par Madame Montet constituent de précieux documents sur ce chantier de Tanis, où se mêlent comme nulle part ailleurs le travail scientifique et la vie de famille. Après la guerre, 2 des filles de Pierre Montet retourneront sur le chantier pour travailler avec leur père, Pernette comme documentaliste et Camille comme photographe. Pendant 10 ans, les fouilles se déroulent sans événements spectaculaires. L'équipe travaille au dégagement des édifices ruinés, le grand temple et le temple d'Anta. Au fil des saisons, on exhume des obélisques brisés, des sphinx, des bas-reliefs, mais aussi des sculptures intactes comme la superbe statue d'Orun. Orun, dieu à tête de faucon, qui protège l'enfant Ramsès, dont le nom est écrit sous forme de rébus,
Le disque solaire sur sa tête se lit Ra, l'enfant se lit Mess, et le jonc qu'il tient dans la main se lit Sou. Le tout se lit Ramessou, c'est-à-dire Ramsès. Pierre Montet n'abandonnera jamais son obsession de départ, qui était de trouver des traces des peuples sémitiques en Égypte. Jean Yoyotte, qui a très bien connu Montet, souligne les contradictions du savant. Ce que, d'une manière disons quasiment romantique, il poursuivait, c'est avérer une hypothèse non fondée. Néanmoins, il avait d'abord le mérite de s'accrocher à un site de Basse-Égypte, le seul site de Basse-Égypte où l'on est fouillé pendant l'entre-deux-guerres. De son acharnement sur place l'a amené à faire cette découverte inattendue qui étaient les rois de la 21e dynastie Tanite et leurs successeurs de la 22e dynastie. Il en retrouve les tombes. En 1939, pour la première fois, sa femme et ses filles ne pouvaient pas l'accompagner. Montet, à qui sa femme et ses filles manquaient, a tenu son journal de fouilles par des lettres quotidiennes adressées à Madame Montet. Ce qui concernait la procédure même de la fouille, les progrès des travaux, il ne les consignait pas, ou à peine, sur le papier. Et tout cela se trouve dans ces lettres. Le 25 février 1939, il se passe quelque chose d'étrange sur le chantier. Ma petite Do, il faut que je vous dise tout de suite que nous sommes très excités. Peut-être à tort, mais si vous étiez là, vous auriez déjà mis votre œil dans le trou. En tas, vous aurez poussé. Je vous aurais dit au moins 3 sottises, vous auriez les cheveux pleins de terre. Voici les faits connus. Il y a chez Ibrahim un beau dallage devant la maison de l'an dernier, assez profond. Je fais dégager tout ce qu'on peut. Une dalle était relevée. Je la fais enlever. Dans le trou, nous ramassons des débris d'Ouchabti appartenant au chéchank de la porte monumentale. Une boucle d'Isis en or qui est une pièce superbe. On enlève la terre et on voit une dalle de grand format. Je jette un œil et je tâte avec la canne d'Ibrahim. Il y a du vide, comme dans une chambre qui descend au sous-sol. J'écris ce mot puis je descends au chantier, car le moment me paraît sérieux et nous nous demandons si ce n'est pas le tombeau de Sheshank. « 3 heures. Non, c'est celui d'Ozorkon. À 2 heures précises, je fais enlever la terre et les pierres qui bouchaient l'entrée et j'entre dessous dans une chambre carrée d'où un grand sarcophage émerge de la terre. Le cartouche était celui d'Ozorkon. Goyon puis Fouche sont entrés à leur tour, puis le Raïs. La joie est universelle. Il faut se rappeler que les tombes étaient recouvertes de 7-8 mètres de terre et qu'ils pénètrent à l'intérieur du tombeau de Zorkon, alors qu'il y avait encore cette énorme couverture. Il va donc se livrer à une fouille, à une prospection double. D'une part, il tâtonne à l'intérieur des chambres du tombeau, et d'autre part, ces ouvriers dégagent le dessus. Pierre Montet envoie un télégramme à sa femme, conservé par sa fille Camille. Tombeau royal magnifique. Pierre. Dès le lendemain, il reprend le récit de sa découverte.
Je pense qu'aujourd'hui, sinon hier soir, vous avez reçu mon télégramme. Et vous vous êtes demandé si le soleil ne m'avait pas dérangé les idées. À 2 heures, nous avons ôté les pierres qui bouchaient le trou. Je m'enfile dedans. 2 chambres décorées de beaux hiéroglyphes de représentation funéraire et un beau sarcophage. Le sarcophage est violet comme de juste. Mais c'est bien le diable s'il ne reste pas quelques jolis objets. D'ailleurs, le tombeau n'est pas, je crois, la propriété exclusive d'Osorcon. Il y a sûrement un peu au nord d'autres chambres funéraires, où nous arriverons la semaine prochaine. Pierre Montet ne croyait pas si bien dire. Toute la main-d'œuvre disponible s'activa à déblayer les murailles de terre qui encombraient le secteur. Un autre dallage apparut, qui ne présentait pas de traces d'effraction. Découvrant tour à tour les sépultures des grands pharaons du début du premier millénaire, Montet mettra quelque temps à affecter chaque tombeau à son propriétaire. Pénétrant dans la tombe d'Osorcon, il croyait trouver Shéshank, et maintenant qu'il approche de Shéshank, il croit être chez Psousénès. Le 17 mars 1939, le miracle a lieu. Tombeau Psousénès inviolé, tout très bien. Pierre, ma petite Do, aujourd'hui est une journée digne des 1001 nuits. Nous avons découvert et vidé hier le puits de la salle aux belles dalles blanches. La porte murée a été ouverte ce matin. Je suis entré, devinez où? Dans le tombeau de Psousénès. Son double sarcophage d'or, merveille de l'orfèvrerie antique, reposait sur un petit mur entre 2 momies revêtues de leurs bandelettes et bijoux. Personne, depuis l'enterrement du roi, n'était entré dans ce tombeau. Je renonce, ma petite Do, à vous dire toute mon émotion et combien vous me manquez en ce moment. Je voudrais vous prendre dans mes bras, vous et les biquettes, et vous serrer à perdre le souffle. Signé Pierrot. Et en post-scriptum. Bas-relief magnifique dans la chambre. La momie est dans un sarcophage d'or qui est dans un sarcophage d'argent à tête de faucon. Le 20 mars, nouvelle lettre à Madame Montet qui annonce la venue du roi Farouk, enthousiasmé par la découverte, et la visite d'une équipe des actualités cinématographiques. Quelle affaire, ma petite Do, quel branle-bas de combat. Le roi venait incognito, mais dès 8 heures, tout le monde savait son arrivée et tout le village attendait en bas. Nous, on balayait le tombeau. 2 journalistes anglais prenaient des tuyaux. Le roi est enthousiasmé. Voilà Movietone qui vient nous prendre tout à Nice au cinéma. Je n'aurai plus la paix. Le 21 mars, en présence du roi Farouk, Montet et toute l'équipe procèdent à l'ouverture du cercueil et découvrent avec surprise que le mort encore couvert de ses parures n'est pas Psousénès, mais un pharaon de la 13e dynastie encore inconnu, Ekaképéré Shéshank. Montet ne manque pas d'humour. Décrivant la momie du pharaon, Goyon travaille avec les 2 Anglais pour enlever Shéshank, qui ne se trouve pas bien du tout d'avoir été dérangé sur sa tombe. Là où la momie est apparente, on voit des petits champignons blancs. Quant au roi, il est très bien de sa personne. Mais il était accompagné de 2 jeunes Italiens d'aspect, ma foi, très louche. Tout à fait ceux qui conduisent à Rome ou à Naples les touristes au quartier. il n'oublie jamais de se moquer de lui-même, comme le prouvent ses coupures de presse annotées de sa main. Montreur de chiens savants. Assis sur une chaise, au chevet d'un sarcophage de Psousénès, il décrit ainsi la situation. On dirait le malade et son médecin. La guerre est déclarée le 1er septembre 1939. Elle allait somnoler assez longtemps pour permettre à Pierre Montet de parachever sa découverte. La mission Montet est reconstituée dès le 15 janvier 1940. Elle se remet à l'œuvre. Pierre Montet a conscience d'être à la veille d'une découverte majeure. Il a remarqué que l'un des murs de l'antichambre de la tombe de Psousénès dissimule 2 entrées. Il en fait démonter la partie nord, trouve un corridor obstrué par un bloc de granit.
À travers une fente, il aperçoit des objets brillants. La fente est très étroite, mais j'ai la certitude qu'il y a plus de choses que j'en ai découvertes dans toute ma vie de fouilleur. Son instinct ne l'a pas trompé. Le 16 février, Pierre Montet entre avec l'abbé Buchère dans le caveau de Psoussénès. Il y avait une fente qui m'a permis de voir à l'intérieur du sarcophage de granit. Et s'il avait été vide, grand Dieu? Contre toute vraisemblance, non. Il contient un très beau sarcophage de granit noir intact. Mais le plus beau, c'est que la déesse Nout est sculptée sur l'envers du couvercle, le corps allongé, comme si elle lui donnait un éternel baiser. C'est une chose magnifique. Hier soir, nos ouvriers ont fait une haie quand je suis sorti du tombeau pour rentrer à la maison. Ils se sont égosillés un grand quart d'heure à crier « Vive la France !»« Vive Madame Montet !» Voilà au moins une manifestation spontanée qui n'était pas sans grandeur. Le roi Farouk, qui suit avec passion le feuilleton de la découverte des tombes royales, revient à Tanis le 28 février 1940. C'est le roi en personne qui insiste pour que Montet ne quitte pas le site avant d'avoir exploré une dernière tombe. Les parures de la momie extraite entre le 23 février et le 7 mars 1940 constituent un trésor encore plus considérable que celui de Sheshank. 22 bracelets et doigtiers en or, 30 bagues, 4 grands scarabées ailés et toutes sortes d'amulettes, de colliers, d'ustensiles. Fin mars, tout avait été examiné, emballé, transporté au musée du Caire au prix d'un travail acharné. Dans les vases du tombeau, j'aimerais bien rapporter une grande carafe qui tient dans les 2 litres, en or, pour le Porto, et une sorte d'écuelle pour la chantilly ferait de l'effet. Décidément, je trouve que Psoussénès avait bien du goût. Un intérêt d'une réflexion sur la vie de Pierre Montet et de montrer que la connaissance progresse par à-coups. Nous n'avons pas à juger nos prédécesseurs, finalement, parce que nous travaillons à partir de ce qu'ils ont fait, y compris leurs erreurs. Et nos successeurs travailleront de la même manière, à partir de nos erreurs.
Les récifs qui bordent les rives du lac Nasser rappellent aux voyageurs qu'ici même, autrefois, existait un pays. De part et d'autre de la frontière égyptano-soudanaise, d'Assouan à Dongola, subsistait, jusqu'à la construction du haut barrage en 1964, une vallée fertile, une oasis de verdure qui se trouve à jamais engloutie sous les eaux. S'il fut possible de déplacer en temps voulu les principaux monuments de Nubie condamnés à disparaître, en revanche, toute la région située entre la première et la deuxième cataracte du Nil fut rayée de la carte au nom du progrès économique. Là s'échelonnaient jadis, le long des rives du Nil, les villages nubiens aux couleurs éclatantes. Dans toutes ces maisons habitaient des hommes et des femmes fiers d'avoir su maintenir face au monde moderne leurs habitudes ancestrales. Presque rien n'avait changé en Nubie depuis l'aube des temps. Les hommes vivaient au rythme des saisons. Ils partageaient les produits de la pêche et des cultures, ignoraient les transactions commerciales, ce qui renforçait encore les relations affectives entre les membres de la communauté. Lorsqu'à la fin des années 50, fut connue la décision du président Nasser de construire le barrage d'Assouan, l'UNESCO, en coopération avec le ministère égyptien de la Culture, réunit un comité d'experts internationaux chargé d'évaluer les conséquences de la construction du barrage sur les sites archéologiques de Nubie. Par son courage et sa ténacité, l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt joua un rôle essentiel dans l'aventure, entraînant les experts de site en site, partout où il y avait un monument en danger. Au retour de leur mission, les experts remirent leurs conclusions qui paraissaient irréfutables. Le directeur général de l'UNESCO lança l'appel qui allait mettre la machine en marche. Alors ministre de la Culture, André Malraux lui répondit au nom de la France. Puisque c'est à moi qu'appartient, monsieur le directeur général, l'honneur de répondre le premier à l'appel que vous venez d'adresser au monde, je tiens d'abord à vous dire à quel point je pense comme vous. Aujourd'hui, 8 mars 1960, pour la première fois, toutes les nations, au temps même où beaucoup d'entre elles poursuivent une guerre secrète ou proclamée, sont appelées à sauver ensemble les œuvres d'une civilisation qui n'appartient à aucune d'elles. Votre appel n'appartient pas à l'histoire de l'esprit parce qu'il veut sauver les temples de Nubie, mais parce qu'avec lui, la première civilisation mondiale revendique publiquement l'art mondial comme son indivisible héritage. À l'heure du départ, les hommes les plus courageux ne pouvaient s'empêcher de pleurer. Près de 100 000 personnes ont été déplacées. Tout a été vidé, abandonné, village après village, maison après maison. Les Nubiens ont été relogés dans les cités dortoirs au nord d'Assouan, en plein désert, loin de tout ce qu'était leur vie. Ils sont devenus un peuple déraciné. Et lorsqu'ils se retrouvent, ils parlent du passé, évoquant les souvenirs de la terre bénie.
C'était déjà des villages, n'est-ce pas, qu'on considère comme des paradis qu'on a, n'est-ce pas, qu'on a perdus. On ne connaissait pas, par exemple, l'argent pour les achats et tout ça. Donc, il y avait des échanges. Tout ce qu'on avait besoin, n'est-ce pas, on prenait, n'est-ce pas, l'un de l'autre. C'est lui qui avait, il donnait, c'est celui qui n'avait pas. Et puis, la vie était très simple et puis on n'avait pas toutes ces complications de vie. وروا كربتنا وروا دوك جومنا ولي الساكن هكا كيكتيا كقول لك وجنة تحت العالم. C'est-à-dire que c'était une vie vraiment comme un paradis pour lui et on se considère comme c'était des gens qui ont mort vraiment et qui sont allés dans l'enfer, n'est-ce pas, que c'est les dieux, n'est-ce pas, qui les punit, n'est-ce pas, et qui les donne cette vie vraiment, l'enfer. Décidé en pleine guerre froide par Nasser et Khrouchtchev, le barrage devait augmenter la production agricole et permettre l'électrification du pays. Эхо мирного взрыва услышала вся Африка, вся планета. Асуан венчает Нил короной и растет великим дням под стать. Что вы, пирамиды фараона, вам его и взглядом не достать. 12 часов 30 минут 16 мая 1964 года. Звездный час Асуана. Рождение 8-го чуда света. Il faudra 20 ans, de 1960 à 1980, pour mener à bien le plus grand sauvetage archéologique de l'histoire. Au total, 22 monuments, temples et sanctuaires furent réédifiés à l'abri des eaux. La plupart furent reconstruits sur les bords du lac Nasser. L'une des grandes opérations de prestige concerne Philae, l'île Sainte, la perle sauvée des eaux. Tous les voyageurs du XIXe siècle sont tombés amoureux de Philae, lieu de délices, de recherche et d'observation, écrivait Vivant Denon. Le sauvetage de Philae, décidé en 1970, concluait de manière étrangement symbolique la longue histoire de l'île, depuis toujours liée à l'idée de résurrection. Ensemble unique par son site, l'harmonie de son architecture où se mêlent les styles pharaoniques et gréco-romains, l'île demeura jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ le centre du culte d'Isis, la fidèle épouse d'Osiris qui, par le souffle de ses ailes, parvint à redonner vie aux dieux morts. Bastion de la résistance des prêtres païens face au christianisme triomphant, Philae conserve la trace des derniers hiéroglyphes gravés par un scribe égyptien. La gloire d'Isis dépassa les frontières de l'Égypte. Elle eut partout ses temples, ses prêtres, ses fêtes et ses mystères, mais c'est à Philae que le nom d'Isis restera associé pour toujours. Les menaces pesèrent sur Philae dès le début du siècle, avec la construction du premier barrage d'Assouan en 1902. Quand le niveau des eaux était au plus haut, seul émergeait le sommet des portes du pylône du grand temple d'Isis. Au fil des années, les dégradations subies par la pierre ne faisaient qu'empirer. Jusqu'en 1970, on circulait en barque entre les colonnes du kiosque de Trajan, dont la décoration intérieure s'effaçait peu à peu. Le chantier dura près de 8 ans. On construisit autour de l'île un immense bâtard d'eau constitué de 2 rangées de plaques d'acier afin de permettre l'évacuation des eaux et d'assécher la partie inférieure des temples recouverte de boue. Découpées en quelques 40 000 blocs, les parois des temples furent d'abord nettoyées et mesurées par photogrammétrie.
Toutes les pièces du puzzle purent ensuite s'emboîter, au millimètre près. La reconstruction des temples de Philae posait enfin le difficile problème de l'insertion d'un monument avec le paysage avec lequel il devait faire corps. C'est pourquoi il fallut aplanir l'île voisine d'Agilka et aménager le terrain avant de replacer tous les édifices sur leur nouvelle base, suivant leur ordre de numérotation. Près de 30 ans après, les palissades qui achèvent de rouiller au large de Philae témoignent encore de cette prodigieuse aventure, l'une des prouesses de la campagne de Nubie. À l'ombre du haut barrage, un premier ensemble de monuments regroupe les temples de Kalabsha, de Beth el-Wali et le kiosque de Kertassi. Sur les rives du lac, que les anciens habitants préfèrent nommer mer de Nubie, des blocs préhistoriques attendent d'être transportés au nouveau musée. On y voit des éléphants et des gazelles, toutes sortes d'animaux sauvages qui signalent aux voyageurs que l'on est aux portes de l'Afrique. D'une architecture composite, le petit kiosque de Kertassi se dresse ici comme un belvédère. Il se trouvait à 30 km au sud du site actuel et fut remonté comme le temple de Kalabsha. Le sauvetage de Kalabsha nécessita à lui seul le déplacement de 1600 blocs de grès, pesant parfois jusqu'à 20 tonnes et qu'il fallut charger sur des bateaux et transporter 50 km plus loin. De 120 mètres de longueur et 70 mètres de largeur, ce temple est aussi grand qu'une cathédrale gothique. Construit à l'époque romaine sur un édifice pharaonique, Kalabsha conserve le souvenir du roi Aménophis II faisant des offrandes au dieu de Thalmus. Lieu de pèlerinage consacré à Isis, ce monument était, après Philae et Abou Simbel, le plus grand sanctuaire de Nubie. L'une des parois porte des traces de l'écriture méroïtique, la langue de la Nubie antique, qui nous demeure encore inconnue. Peut-être un jour pourra-t-on la déchiffrer et savoir enfin ce que les Nubiens pensaient des Égyptiens. Fikri Kachif, notre guide nubien, et son oncle Abdelrahman n'ont rien oublié du passé ni des conditions terribles de l'exil. C'est-à-dire qu'il y avait une propagande qu'on va trouver le paradis, n'est-ce pas, dans les nouveaux villages et tout ça. Et là, le monde croyait à ça. Alors, c'était pas possible de ramener sur un seul bateau, n'est-ce pas, tout un village, n'est-ce pas, où il y avait des milliers de gens. Alors, ils prenaient par groupe, n'est-ce pas, de chaque partie du village, n'est-ce pas, ils partaient ensemble. Et chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a un groupe qui partait, il y avait les autres qui venaient pour participer au voyage ou bien pour l'adieu ou pour le revoir les autres. Et ils ramenaient leur tam-tam ou leur tambourin, n'est-ce pas, pour chanter, n'est-ce pas, et souhaiter les bons voyages à tout le monde. C'est ce qu'on vient de chanter là. Adile, adile. Adile, osafiro joku, adile, adile, adile. Adile, osafiro joku, adile, adile, adile. Adile, osafiro joku. Si la génération des ancêtres a été sacrifiée, parmi les jeunes Nubiens d'aujourd'hui, beaucoup rêvent d'un nouveau pays qu'ils reconstruiraient sur les rives du lac. Plus au sud, un autre groupe de sanctuaires réunit Daka, Maharaka et Wadi el-Seboua. Il faut imaginer que le Nil coulait autrefois à 6 km de ses rives. Ici, c'était le plein désert. Dédié à Thoth, le dieu lunaire à forme d'ibis,
le temple de Dacca fut commencé sous les Ptolémées au IIIe siècle avant Jésus-Christ, puis laissé inachevé par l'empereur Auguste. Dacca était situé jadis à 40 km plus au nord. Dans ce sanctuaire de Nubie, on vénérait un panthéon de divinités spécifiques, dont la déesse Anoukis, gardienne avec le dieu Khnum de la première cataracte et des sources du Nil. Une grue abandonnée dans le lac rappelle le temps pas si lointain du sauvetage archéologique et des travaux qui précédèrent l'inondation. Aujourd'hui, seuls les oiseaux viennent y faire leur nid. À quelques centaines de mètres apparaît Wadi al-Sebwa, un temple de Ramsès II, moins célèbre qu'Abou Simbel, mais presque aussi fascinant, qui doit son nom à l'allée de sphinx qui le précède. Sebwa veut dire lion en nubien. Le temple fut déplacé de 4 km et pour le reconstituer à l'identique, il fallut tailler le rocher en respectant l'orientation d'origine. Une énorme statue de Ramsès portant dans la main l'emblème du dieu Ra est allongée sur le sol à quelques dizaines de mètres de l'entrée du temple. Elle ne devrait pas tarder à être remontée par le service des antiquités. Il faut se hâter de voir le grand corps du roi abattu sur le sol. Encore plus au sud, toujours sur la rive gauche, le temple de Der, dédié par Ramsès II au dieu Ré, le tombeau de Pénout et le temple d'Amada, qui seraient aujourd'hui engloutis sans l'intervention de Christiane des Roches-Noblecourt. Certains temples étaient difficiles, mais celui qui était presque irréalisable dans son sauvetage, c'était Amada. C'était pas un temple très grand, mais il avait pour lui d'être une espèce de petite Sainte-Chapelle de l'époque, à l'intérieur desquels se trouvaient des reliefs miniatures, très bien peints, les peintures étaient conservées, et il était pourtant construit par assise. Mais si vous démolissiez le temple par pierre, vous démolissiez aussi les peintures, parce que à l'intérieur, les reliefs étaient recouverts de plâtre et de couleurs, et c'est ce plâtre-là qui aurait été complètement pulvérisé. Alors, les dernières discussions relatives au temple d'Amada ont été négatives et ils ont déclaré qu'ils abandonnaient le temple aux eaux qui allaient monter. Moi, j'étais folle. Je me suis levée, j'ai dit, la France le sauve. J'ai fait faire les plans par deux architectes remarquables, qui étaient Trouvelot, lui et sa femme, c'était des gens extraordinaires. Ils avaient absolument cogité la mise en précontrainte du temple d'Amada et la dépose sur des rails et son transport par piston dans le désert de 4 km et 65 mètres plus haut. Et c'était faisable, en un bloc. Comme je ne trouvais personne pour nous aider, j'ai obtenu une audience du général de Gaulle et je lui ai expliqué ce qu'il en était. Alors, il m'a écouté avec beaucoup de patience. Du reste, il avait été prévenu. Quand on demande une audience, on dit pourquoi.
Et puis à la fin, j'ai été obligé de lui dire que j'ai été obligé de me compromettre et que j'avais dit que la France sauverait le temple. Alors là, j'ai vu son visage qui est devenu froid. Et il m'a dit, mais comment, madame, avez-vous osé dire que la France sauverait le temple d'Amada sans avoir été habilité par mon gouvernement? Alors j'ai vu le sol s'effondrer sous moi et je me suis dit, fichu pour fichu, il faut absolument que je trouve une réplique. Et alors j'ai été odieuse, j'ai été vraiment terrible. Je lui ai dit, comment, général, avez-vous osé envoyer un appel par la radio alors que vous n'aviez pas été habilité par Pétain? Il s'est mis à rigoler et il m'a dit, vous avez gagné. C'est la fin du voyage. L'arrivée devant les grands temples rupestres d'Abou Simbel, dont Champollion écrivait qu'ils effraient l'imagination. Et le plus humble des ouvriers qui sauvera les effigies d'Isis et de Ramsès te dira ce que tu sais depuis toujours, ce que tu entendras pourtant pour la première fois. Il n'est qu'un acte sur lequel ne prévalent ni l'indifférence des constellations, ni le murmure éternel des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort. Au secours des monuments, toutes les solutions techniques furent envisagées. On sait qu'en définitive, les parties sculptées ou décorées furent détachées et remontées sur le nouveau site 60 mètres plus haut. Ce travail titanesque comportait le découpage de 1042 blocs et le déplacement de quelques 300 000 tonnes de rochers. À la précision chirurgicale qu'exigeait le démantèlement de ces statues de grès friables, il fallut associer la puissance nécessaire pour transporter des blocs pesant plus de 30 tonnes. 3000 ans après, le rêve d'immortalité de Ramsès II, qui voulait devenir l'égal de Dieu, se vérifie chaque jour. La prouesse accomplie par les hommes du XXe siècle semble répondre à l'inscription gravée sur le petit temple de Néfertari. Jamais pareille chose ne fut faite auparavant. Terso